Reprenons le texte de Freud, l'inquiétant, et continuons avec les explications de Freud autour de ce qui suscite, provoque l'inquiétant. Je vais présenter quelques exemples, deux. Un qui est le suivant: je suis en vacances, je visite une ville historique et à un moment donné, je me perds. J'essaye de retrouver le chemin de retour, je marche pendant une quinzaine de minutes et pour finir, je me retrouve au même endroit du départ lorsque je me suis senti perdu. Eh bien, se retrouver au même point de départ peut susciter cette sensation d'inquiétant. Un autre exemple, je suis toujours en vacances avec mon épouse. Le premier jour qu'on arrive dans la ville, à l'hôtel, dans la ville où on doit séjourner, c'est le même jour de la date de naissance de ma femme. On arrive à l'hôtel, on nous donne la chambre, le numéro de la chambre correspond à la date de naissance de mon épouse, 11-11. Et en journée, on doit aller visiter un monument qui se trouve dans une rue au numéro 11. Eh bien, ces trois chiffres qui vont se répéter, un après l'autre, peuvent susciter cette sensation d'inquiétant. Le thème en commun de ces deux exemples, c'est la répétition. C'est le même qui se répète. Et dans les écrits, dans les récits qui suscitent l'inquiétant, il peut y avoir une grande variation de l'exploitation de ce thème de la répétition. Dans le premier exemple, dans le premier cas d'exemple, Freud parle d'une répétition non qui est intentionnelle. Dans le deuxième cas, une répétition qui est non intentionnelle. Donc on a la répétition qui peut susciter la sensation d'inquiétant, peut avoir une répétition intentionnelle et non intentionnelle. Et pourquoi est-ce que ce phénomène de répétition peut susciter le sentiment d'inquiétant? Pourquoi il a été tellement, comme thème, la répétition, exploité dans ce type de récit qui suscite l'inquiétant? Une explication, pour ceux qui connaissent la psychanalyse, est assez à portée de main, qui est ce que la psychanalyse appelle la contrainte à la répétition, qui, lors de la période d'enfance, est un fonctionnement qui se présente souvent et est bien perçu par l'enfant, alors qu'à l'âge adulte, la contrainte à répétition est perçue comme une force démoniaque. Bien, cette force démoniaque, quand elle est évoquée par des récits où se présente la répétition, ou l'expérience qu'on peut vivre dans la réalité, bien, ça peut susciter l'inquiétant. Voyons maintenant d'autres exemples qui vont nous amener à d'autres questions, parce que Freud laisse ce terrain de la répétition qui n'a pas vraiment une assise bien stable d'un point de vue de la théorie psychanalytique. Alors que les autres exemples que je vais présenter ont des références à des développements de la théorie psychanalytique assez précis. En tout cas très élaborés. Premier exemple, c'est personne qui a des grands soucis, des grandes tensions, des conflits assez forts avec son voisin. À un moment donné, l'idée que le voisin puisse mourir et comme ça tous les problèmes vont disparaître
l'idée que cela puisse arriver, et donc c'est une idée qui va lui passer dans sa tête, eh bien, si le hasard veut que, après une semaine que cette personne a eu cette idée, bien que très rapidement, eh bien, si après une semaine le voisin décède, ce décès peut susciter le sentiment d'inquiétant. Et qu'est-ce qui peut expliquer ce sentiment d'inquiétant? Et d'autant plus que si, au fur et à mesure que le temps qui passe entre le décès et la pensée diminue, eh bien, plus est fort cette idée, plus va s'imposer cette sensation d'inquiétant. Ben, cela nous ramène, dit Freud, à des élaborations des concepts qui ont été vus par la psychanalyse autour des névroses de contrainte. La personne qui souffre d'une névrose de contrainte aura à plusieurs reprises ce type de soucis, donc ce qui lui arrive comme pensée, qui peut se vérifier, à partir de là, avoir des sensations de culpabilité, de mettre en route certaines défenses, etc. Et cela nous a amené, ou dit Freud, à la toute-puissance qu'on retrouve dans le développement de tous les enfants. L'enfant passe par une phase qui est le narcissisme primaire, et là, on a cette présence de la toute-puissance des pensées que Freud avait retrouvée également dans l'analyse dans le livre Totem et Tabou. La toute-puissance des pensées, voilà. Toute-puissance des pensées. Et il y a un autre exemple qui rentre dans la toute-puissance des pensées. Il peut y en avoir d'autres, mais c'est l'exemple que Freud mentionne dans ce livre, qui est le mauvais œil. Qu'est-ce que c'est le mauvais œil? C'est une croyance. C'est une croyance qu'une personne puisse nous faire du tort en jetant un mauvais œil. Et comment expliquer cela? Alors, c'est toujours avec la toute-puissance des pensées, mais avec quelques explications en plus. C'est que la personne, donc toujours faisons que j'ai un voisin qui est jaloux de ce que j'ai, et donc j'ai, à un moment donné, la pensée que ce voisin puisse me jeter un mauvais œil, donc qu'il puisse me faire du tort parce qu'il est jaloux de ce que j'ai. Bien, Freud dit cela peut s'expliquer par le mécanisme de projection, c'est-à-dire que si j'étais dans la peau du voisin, j'aurais également cette jalousie et j'aurais aussi une envie de faire du tort. Alors, cette intensité de vouloir faire du tort, eh bien, je la projette chez l'autre, et c'est avec cette force-là que va être accompagné le mauvais œil qui pourra me faire un tort. Donc, mauvais œil. Voyons maintenant un autre exemple qui est, surtout dans les films qui font peur, il y a souvent des scènes où il y a des fantômes, où il y a des morts qui
qui reviennent à la vie. Les zombies, par exemple, c'est un thème très exploité depuis les années 70 dans le monde du cinéma. Et là, on est confronté à toute la question de la mort. C'est-à-dire la mort à laquelle on ne sait pas toujours donner une explication, à la mort qui effraie. Et il y a souvent cette croyance qu'après la mort, il y a une vie qui continue, que l'âme, voilà, que l'âme ne meurt pas et continue à vivre. Alors, ce type de croyance nous amène, Freud, à ce qu'il avait analysé dans Totem et Tabou, dans la forme d'animisme, l'animisme qu'on retrouve dans les populations, les peuples primitifs. C'est-à-dire la croyance que le monde est peuplé des esprits, que l'âme, donc le corps meurt, mais l'âme continue, et donc on est confronté aux esprits des morts. Et les esprits de mort se présentent avec une intention de malveillance, une intention de nous prendre avec eux et donc nous faire du mal. Pourquoi cela? Freud l'avait examiné dans Totem et Tabou, parce que là aussi une projection de ce que l'ambivalence, donc au départ, il y avait envers la même personne qui était très chère, un sentiment d'amour, mais aussi un sentiment de haine. Quand la personne décède, eh bien, ce sentiment de haine qu'on avait sera projeté et sera l'esprit du mort qui va nous haïr et donc vouloir du mal à nous. Et donc c'est la relation, telle ici, la relation à la mort. Et pour terminer, Freud revient sur un autre thème très exploité dans les récits qui font peur, qui provoquent, qui suscitent l'inquiétant, c'est le complexe c'est toutes les images qu'on peut voir de bras tranchés, de têtes coupées, de certaines formes de blessures, l'œil arraché, qui nous amènent tous, dit Freud, au complexe de castration. Et il y a aussi d'autres thèmes qui peuvent susciter l'inquiétant. Par exemple, l'image, la scène d'une personne qui est encore vivante est enterrée, eh bien cela peut également susciter la sensation d'inquiétant. Pourquoi? Parce que ça nous fait remonter à une envie, quand on était tout petit, de retourner dans le ventre de la mère. Et voilà, ça c'est la différence avec le complexe de castration, c'est qu'ici, ce qui était désiré à l'enfance sera signé par un signe négatif. Il va devenir de souhait à peur. Donc on a ce qui est castration, et par exemple l'autre, le ventre. Alors ce sont certainement tous deux des représentations des contenus de l'enfance, mais un qui était de rejet et l'autre d'envie, mais qui va passer comme signe négatif et provoquer l'inquiétant quand le contenu est suscité, est évoqué par un récit. Ensuite, Freud fait une considération très, très simple. Il nous dit que tout ce je viens de décrire comme explication de ce qui peut susciter l'inquiétant, dans beaucoup de récits, et on pourrait dire maintenant dans beaucoup de films, eh bien, ou bien ils font rire, ou bien suscitent une toute autre
sensation qu'inquiétante. Par exemple, le bras coupé d'une personne dans une scène militaire ne va pas du tout susciter l'inquiétant. Dans certains récits fantastiques, on peut avoir aussi quelque chose qui est coupé, mais qui va susciter le rire plutôt que l'inquiétant. Et là, Freud cite pas mal d'exemples, on peut en trouver une quantité innombrable d'exemples où ce qui, ici, que ce soit répétition, toute puissance des pensées, relation à la mort, aussi le rejet, le ventre, ben, on peut les retrouver dans d'autres formes de récits, mais qui ne suscitent pas du tout l'inquiétant. Alors comment expliquer cela? Alors, avant tout, il y a plusieurs formes de récits. Ça, on va y revenir par après. Mais, et déjà, en fonction de la forme du récit, on peut s'attendre de rentrer dans certaines atmosphères plutôt que d'autres. Mais on verra ça après. Pour l'instant, Freud va faire une petite distinction entre ce qui se passe au niveau des récits, quand on lit un récit, et qu'est-ce qui se passe quand on est confronté dans la réalité. Par exemple, dans le cas de la répétition, je visite une ville et je me retrouve étant perdu au départ dans le même point de départ après avoir marché 20 minutes. C'est une expérience que on fait dans la réalité et qui peut susciter dans la réalité une certaine sensation. Alors, donc, c'est dans l'expérience, et l'autre c'est le récit. Propre expérience et récit. Expérience, il y a deux considérations à faire. Si on regarde bien ici toutes les explications, et puis si on tient compte aussi d'autres dans la première vidéo, toutes les questions autour du double par exemple, eh bien, on se rend compte qu'il y a deux domaines différents. Le premier domaine est celui-là, par exemple, des complexes de castration, de référence à l'envie de retourner dans le ventre maternel, et l'autre groupe est autour de la toute-puissance des pensées, de la relation à la mort. Alors, dans le cas de la toute-puissance des pensées, relation à la mort, c'est plutôt au niveau, l'accent est mis sur les croyances. Sur les croyances. Concernant le complexe de castration, c'est plutôt sur des représentations psychiques. Des représentations psychiques qui ont été refoulées. Et dans ce cas-ci, toute l'idée maîtresse de toute l'explication de Freud rentre parfaitement. C'est-à-dire que ce qui a été caché, ce qui devait rester secret, ce qui a été refoulé, revient sur la scène et réévoqué par une certaine technique de celui-là qui écrit un roman ou celui-là qui fait un film. Donc ici on est bien dans les représentations psychiques, alors que dans le cas des croyances, il est vrai qu'on fait toujours référence
à l'enfance, mais on ne peut pas vraiment parler au sens strict de refoulement. On doit plutôt parler de surmonter, c'est-à-dire c'est des croyances qu'on avait quand on était petit, donc croyances autour d'une mauvaise œil, croyances autour qui pouvaient être autour des toute puissance des pensées, autour de la relation à la mort, de penser qu'il pouvait y avoir des esprits. Eh bien, ces croyances-là, avec le temps, elles sont surmontées. Si elles sont surmontées, les représentations psychiques, par contre, elles sont refoulées. Dans le cas des représentations psychiques refoulées, eh bien, si vous êtes dans la réalité confronté, et dit Freud c'est assez rare, mais ça peut arriver, confronté à une situation qui va vous faire revenir, va réévoquer une représentation psychique refoulée, donc ce qui était caché, ce qui devait rester secret, est de nouveau sollicité, se manifeste grâce à ce qui se passe dans la réalité, eh bien, là, vous aurez la sensation de inquiétant. Et c'est la réalité de la représentation psychique qui est en cause. En revanche, dans le cas des croyances, qu'est-ce qui se passe? La croyance, c'est ce qui est surmonté avec le temps. Et ce qui se passe pendant l'enfance, eh bien, c'est ce qu'on avait analysé Freud dans Totem et Tabou, ce qui se passe pour les peuples primitifs. Et lorsque l'enfant grandit, eh bien, il va surmonter toute une série de croyances. Et lorsqu'il va être confronté à certaines situations, au précis, eh bien, c'est comme si par exemple, ici dans la forme de répétition non intentionnelle, et il y a des chiffres qui apparaissent un derrière l'autre, même celui-là qui a surmonté une certaine croyance, qu'il pourrait y avoir une force démoniaque à l'extérieur, eh bien, il va douter, il va dire, mais si effectivement ce serait comme ça. Donc, bien que les croyances ont été surmontées, il y a des situations ou des récits qui peuvent de nouveau susciter, les refaire venir à l'esprit et la personne va douter. Et effectivement, dit Freud, s'il y a une personne qui a complètement, d'un point de vue rationnel, il s'est complètement libéré de ses croyances, eh bien, il ne sera pas susceptible de ressentir de l'inquiétant lorsqu'il va lire un roman. Passons maintenant du côté du récit. Ici, c'était le côté de l'expérience. Voyons maintenant du côté du récit. Bien, le récit, comme je disais avant, il faut faire une distinction entre un conte fantastique où, dès le départ, on sait des Freud qu'on va être confronté à toute une série de ces possibilités, toute puissance des pensées, répétition, vous voyez, tout cela peut être mis à la lumière du jour. On le sait dès le départ, comme pour d'autres formes de récits. Alors que quand on est face à un récit qui veut faire susciter l'enquêtant, eh bien, l'écrivain va faire en sorte de nous mettre dans une situation où il y a une réalité qui est admise. Et cette réalité, donc on est en train de lire, on croit que voilà, il y a une réalité, à un moment donné, l'écrivain va mettre en doute cette réalité qui est la réalité matérielle. Effectivement, quand
on est dans le domaine de l'expérience et des croyances qui sont surmontées, la personne qui ne va pas être susceptible d'être inquiétante, c'est qui s'est complètement libérée de certaines croyances. Et donc, face, par exemple, à une réalité, il va admettre que ce n'est pas possible. Et par exemple, s'il y a même des chiffres qui se suivent, il ne va pas dire qu'il y a une force démoniaque, parce qu'il n'y croit pas, il ne croit pas aux démons, et l'a bien surmonté. Donc c'est face à une réalité matérielle. Eh bien, dans le récit, l'écrivain va nous donner cette impression qu'il y a une concordance de réalité matérielle pour à un moment donné nous faire tomber dans un piège et nous mettre le doute et faire apparaître ces thèmes dont on vient de parler avant, répétition, toute puissance, relation à la mort, etc. Et pour revenir aux représentations psychiques refoulées, l'écrivain peut aussi présenter certaines situations qui peuvent évoquer ces représentations psychiques, bien que là, c'est beaucoup plus limité. Et bien voilà, pour ce qui est une explication et une présentation des explications de Freud autour de l'inquiétant. Bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.